Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo « Dessine-moi un concept ». Je trouve que parfois c'est plus simple d'expliquer les choses avec un schéma. Alors ok, il va falloir les simplifier un petit peu, mais je trouve qu'on retient mieux quand c'est visuel. Aujourd'hui, on va parler de la connaissance. La connaissance, c'est un sujet d'étude de la philosophie qu'on appelle la philosophie cognitive. Parfois c'est un peu prise de tête, puisqu'en fait il s'agit de comprendre comment on fait pour comprendre, mais c'est aussi hyper intéressant. Alors l'un des philosophes piliers de ce domaine d'études, c'est Kant, Emmanuel, de son petit nom. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de Kant, il est quand même assez connu. C'est aussi souvent le philosophe qu'on cite pour montrer que la philosophie c'est incompréhensible, puisque Kant a des phrases qui font à peu près 3 pages et à première lecture complètement incompréhensibles. Mais aujourd'hui on va essayer de voir qu'en fait on peut comprendre et que c'est hyper intéressant. Donc pour revenir un petit peu sur la vie de Kant de manière très rapide, il est né en 1724 et il est mort en 1804, donc ça fait de lui un philosophe des Lumières. On verra un peu plus tard qu'est-ce que cela implique. Kant, il est né en Allemagne, alors à l'époque c'était pas l'Allemagne, c'était ce qu'on appelle la Prusse orientale, et pour faire rapide, c'était un professeur de philosophie à l'université de Königsberg. Voilà, je n'ai pas fait allemand première langue, donc je ne sais pas comment on prononce Königsberg. Vous me direz dans les commentaires. Assez rapidement dans sa démarche intellectuelle, Kant s'est intéressé à la connaissance. À la base, c'était plutôt un philosophe qui s'intéressait à la théologie. Et puis, au fur et à mesure de ses recherches, de ses lectures scientifiques, il en vient à s'intéresser à la connaissance. En effet, en philosophie, il y en a eu d'autres avant lui, bien sûr, qui se sont posé la question de savoir en fait, si la connaissance était innée, c'est-à-dire qu'on allait naître avec tous les outils nécessaires pour appréhender le monde, ou bien si elle était purement expérimentale, c'est-à-dire qu'il fallait vivre les choses pour arriver à les comprendre et à les connaître. Pour certaines choses, ça paraît évident, et puis pour d'autres, non. Bon, je ne vais pas pouvoir vous faire un résumé de toute la philosophie de Kant en 2 minutes, c'est complètement impossible. Par contre, pour bien saisir son enjeu, il faut que je vous explique quelque chose avant. Peu de temps avant Kant, il y a eu un type, un scientifique, du nom de Copernic. Ça doit vous dire quelque chose aussi. Copernic, il a découvert, ou démontré plutôt, que la Terre n'était pas le centre de l'univers. C'est quelque chose qu'on croyait dans une tradition chrétienne, on va dire, depuis 2000 ans. C'est-à-dire on pensait que toutes les planètes et le Soleil tournaient autour de la Terre. Mais la découverte de Copernic, c'est que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et cette découverte, on a appelé ça la révolution copernicienne. Enfin, ça s'appelle aussi l'héliocentrisme, d'un point de vue scientifique pour être exact, c'est-à-dire que le Soleil est le centre de l'univers. Autant vous dire que ça a bouleversé pas mal de choses, parce que d'un coup, c'est plus l'homme et la Terre qui sont le centre de l'univers, mais le Soleil, c'est-à-dire autre chose. Et ça a eu beaucoup d'impact du côté de l'humanisme notamment. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En philosophie, on dit que Kant a réalisé une forme de révolution copernicienne aussi. Et Kant va en fait faire la même chose avec la connaissance. C'est-à-dire que ce n'est pas le sujet, c'est-à-dire l'esprit, le cerveau en gros, qui doit s'adapter aux objets qu'il voit, mais c'est l'inverse. Donc c'est pareil que la Terre et le Soleil et la Terre. La connaissance en fait des objets, alors quand je dis objets, ça va être les arbres, la science, les personnes, etc. Cette connaissance donc va dépendre des structures a priori de la sensibilité et de l'entendement. Donc en gros, le fait qu'on connaisse des choses, ça va dépendre non pas des choses elles-mêmes, mais de la manière dont on les comprend. Mais ça va être un peu plus clair plus tard, normalement. Toujours est-il que c'est un petit peu donc une révolution copernicienne au sein de la connaissance. On change de focus. Au lieu de traiter l'objet en tant que tel, on traite l'esprit humain. Bon, maintenant c'est parti pour un petit peu de vocabulaire kantien. Alors chez Kant, il existe 2 types de jugements. Jugement analytique a priori. Donc on va commencer par le terme a priori. On parle d'un jugement a priori quand il s'agit d'un jugement qui n'a pas besoin d'expérience pour être connu. C'est-à-dire que pour avoir le concept de triangle, on n'est pas obligé d'avoir déjà vu un triangle. On peut comprendre le concept sans l'avoir vu. Maintenant, qu'est-ce qu'un jugement analytique ? Dans un jugement, il y a 2 parties, celle qu'on appelle le sujet et celle qu'on appelle le prédicat. Par exemple, quand on dit le cheval est noir, le sujet c'est le cheval et le prédicat c'est noir. Enfin, c'est être noir. Dans les jugements analytiques a priori,
on dit que le prédicat est contenu dans le sujet. En gros, c'est de dire que ce jugement n'apporte pas de nouvelles connaissances. Donc par exemple, si on dit le nain est petit, eh bien le concept de petit est compris dans celui de nain. On n'a pas de nouvelles informations en disant le nain est petit. On pourrait dire que c'est une forme de redondance. Les jugements analytiques sont généralement les jugements que l'on va porter en mathématiques. Alors l'autre forme de jugement, ce sont les jugements a posteriori, c'est-à-dire que ce sont ceux qui nécessitent l'expérience. Et parmi ces jugements a posteriori, il y a les jugements synthétiques a posteriori. Dans ces jugements synthétiques a posteriori, le prédicat va apporter une information supplémentaire. C'est-à-dire que je vais désigner ce chat en disant « ce chat est noir ». Dans ce jugement synthétique, on parle d'un cas particulier en disant « le chat est noir », c'est-à-dire que tous les chats sur Terre ne sont pas noirs. Le fait d'être noir ne définit pas le concept de chat, donc c'est une information supplémentaire que l'on acquiert grâce à l'expérience. Quand je dis expérience, ça veut dire la rencontre avec un chat noir. Ces jugements vont par exemple intervenir en biologie, où on va observer les animaux dans leur milieu naturel, ou observer le corps humain au microscope, et on va tirer des conclusions de cette expérience. Mais alors, quel est l'objectif de Kant? Parce que bon, c'est bien beau de définir tous ces termes un petit peu compliqués, mais en gros, où est-ce qu'il veut nous emmener? Ce que remarque Kant, c'est qu'il y a des domaines dans lesquels les jugements semblent être a priori, et pourtant, ils apportent une information supplémentaire. En effet, les sciences avancent. C'est le cas par exemple de la physique, où les connaissances avancent, même si on ne peut pas faire l'expérience de tout ce qu'on démontre, et pourtant on apprend des nouvelles choses. Donc en gros, ce qu'il veut comprendre, c'est comment les jugements synthétiques a posteriori sont possibles, c'est-à-dire les jugements qui apportent de l'information sans passer nécessairement par l'expérience. Et l'exemple qu'il va donner, c'est celui des mathématiques. Lorsque l'on dit que 2 plus 2 égale 4, on apporte une nouvelle information, en ce sens que le concept de 4 n'est pas compris dans celui de 2 et n'est pas compris dans celui d'addition. Et pourtant, on a une nouvelle information. Et en plus, on n'a pas besoin de faire l'expérience de 2 ou de l'addition pour comprendre que 2 plus 2 font 4. Du coup, si ce travail est possible dans certaines sciences, il doit l'être dans toute la connaissance humaine. Mais pour ça, il faut comprendre comment c'est possible, comment on peut réaliser une telle chose à partir de notre cerveau, de notre raison, comment ça se passe à l'intérieur. Et c'est ce que va expliquer Kant pendant, grosso modo, les 800 pages de la critique de la raison pure que je vais essayer de vous résumer en un seul schéma. Alors c'est parti. La raison se constitue dans un premier temps de l'entendement. C'est, on pourrait dire, une partie du cerveau. Bien sûr, à l'époque, il n'y a pas de neurosciences, mais on va dire ça comme ça. L'entendement, c'est pour Kant le lieu de la connaissance et des concepts a priori. Donc c'est là que sont rangées toutes nos connaissances et ce qu'on peut en tirer. Donc c'est à partir de là que se forment les jugements analytiques a priori. Par exemple, on va connaître le concept de nain, et donc on peut dire que le nain est une personne qui est petite, comme on a vu tout à l'heure. Donc tout ça, ça va être rangé dans l'entendement. Une autre partie de la raison est ce que Kant appelle l'intuition. Alors c'est ce qui est un petit peu compliqué dans la philosophie kantienne, c'est que soit il utilise des mots qu'on n'a jamais entendus, soit il utilise des mots qui aujourd'hui ou dans le langage courant ont une autre signification. Donc là, cette partie intuition, ça n'a rien à voir avec ce que nous on appelle avoir de l'intuition. Dans cette partie intuition, alors c'est un petit peu compliqué à comprendre au début, c'est là qu'a lieu ce qu'il appelle les phénomènes. Qu'est-ce qu'un phénomène chez Kant? C'est ce que produit un objet sur nous. C'est-à-dire que quand je vois un arbre, par exemple, je ne saisis pas tout de suite ce qu'est l'arbre dans son essence, on va dire, de ce qu'il est réellement, je ne saisis que l'effet qu'il a sur moi. On pourrait dire aujourd'hui, avec l'avancement de la science, que le phénomène, c'est le fait que les rayons lumineux de l'arbre viennent frapper notre rétine et donc produisent sur nous la vision de l'arbre et de tout ce qui va avec. Donc bien évidemment, c'est dans cette partie-là que vont pouvoir être pensés tous les jugements synthétiques a priori. C'est-à-dire que je vais croiser un chat noir et blanc, le fait de comprendre qu'il est noir et blanc, ça se passe dans mon intuition. Ça crée, on va dire, un phénomène dans mon cerveau
et je vais pouvoir dire « Oh, ce chat est noir et blanc ». Ce qui ne veut pas dire que tous les chats sont noirs et blancs, c'est juste celui-là. Et pour que les phénomènes puissent être bien compris par le cerveau, il faut qu'ils soient structurés dans l'espace et dans le temps. De toute façon, on existe dans l'espace et dans le temps. Tous les objets autour de nous sont dans l'espace et dans le temps. C'est ce que Kant appelle l'intuition pure. Donc en gros, les phénomènes sont possibles dans l'intuition grâce à l'intuition pure. Et cette intuition pure, attention, elle est structurée par l'entendement. Et là, je sens que je commence à vous perdre. Parce que même à expliquer, c'est un petit peu difficile. Ce que j'essaye vraiment ici, c'est non pas de vous faire comprendre toute la philosophie kantienne, mais c'est de vous ranger, on va dire, un petit peu tout le vocabulaire kantien dans une sorte de plan général, de cartographie, pour que la prochaine fois que vous lisiez un texte de Kant, vous sachiez un petit peu de quel mot on parle et à quel moment il intervient dans le processus de la connaissance. Du coup, le fond est peut-être incompréhensible, mais voilà, dans la forme, j'espère que ces petits schémas et petits dessins dignes d'une enfant de 4 ans vous aident un petit peu à avoir une idée générale de quoi on parle. Et vous comprenez aussi pourquoi ça peut être un peu compliqué la première fois qu'on tombe sur un texte de Kant. Honnêtement, il faut vraiment se faire une liste de tous les mots qu'il utilise régulièrement. Phénomène, intuition, entendement, jugement analytique, jugement synthétique. Une fois qu'on a bien compris la définition de chacun de ces mots, ça devient beaucoup plus simple. Donc, pour reprendre, l'espace et le temps sont structurés grâce à l'entendement, et cette structure, elle est possible grâce à ce que Kant appelle les catégories. Alors, qu'est-ce que les catégories ? En gros, ce sont un petit peu tous les outils, une sorte de boîte à outils du cerveau. Donc la notion de quantité, par exemple, donc l'unité, la pluralité, la totalité. Donc par exemple, le fait que ce chat soit seul dans la rue et qu'il ne représente pas la totalité des chats. La notion de qualité. Alors ce qu'on appelle la qualité ici, c'est la réalité, la négation, bref, les relations, inhérence ou subsistance, causalité, et ce qu'on appelle aussi les modalités. Donc c'est le fait que ce soit une possibilité, une existence, etc. Bon là c'est vraiment très technique et a priori, à moins de faire une thèse sur Kant, vous n'avez pas besoin de connaître toutes ces catégories par cœur. Mais n'oublions pas notre question initiale, à savoir comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ? Eh bien vous avez la réponse devant les yeux. Ils sont possibles grâce à la structure de l'espace et du temps, à la structure de l'intuition, par l'entendement et les concepts a priori. En gros, à partir d'un phénomène, à partir de quelque chose que l'on voit, on est capable de l'analyser, de le structurer via des concepts et d'en retirer un jugement synthétique a priori. X. Moins X ? Oui, c'est ça. Non mais t'as compris. Ouais. Non parce que ce qui est important c'est pas le résultat on s'en fout. Ce qui est important c'est le raisonnement qui amène à ce résultat. T'as compris ? Ouais. Ok, bon c'est bien. Retourne à ta place Maurice.